Depuis 2 ans et demi, ce sujet est partout. Et il est important que tu puisses en parler si tu vises un niveau avancé en français, B2, C1 ou C2. Mais aussi, comme c'est une technologie, tu dois savoir l'utiliser. Car oui, dans cette vidéo, je vais te parler de l'intelligence artificielle. Tu vas découvrir des expressions et peut-être des arguments qui te seront utiles dans tes productions écrites ou orales. Et je voudrais aussi partager avec toi quelques petits conseils pour ne pas te laisser voler ton français par l'IA. Salut, moi c'est Alexis. J'accompagne les apprenants de français avancé, donc au niveau B2, C1 et C2, à progresser encore en français, même à un niveau où on rencontre le fameux plateau, et à réussir des examens comme le DELF, le DALF, le TEF, le TCF. Pour pratiquer encore plus après la vidéo, je propose à mes étudiants des quiz qui permettent de revoir et d'activer le vocabulaire ou les structures que j'explique. Mais pour accéder à ces contenus gratuits, un seul petit geste, va dans la description et deviens membre du cercle de français avancé. Imagine la scène. 2 personnes discutent en français. Elles ne sont pas natives, mais leur français semble excellent. Tout roule, les phrases s'enchaînent, c'est fluide, impressionnant. Mais, en fait, approchons-nous un peu. On voit que ces 2 personnes ont des écouteurs dans leurs oreilles et qu'elles tapent sur leur ordinateur portable. Et en fait, elles ne bougent pas les lèvres. Que se passe-t-il? D'où viennent ces mots en français? Eh oui, ils viennent de l'ordinateur sur lequel elles pianotent. En fait, c'est l'intelligence artificielle, l'IA, qui génère une traduction de ce que la personne tape et verbalise. Ensuite, l'IA parle, lit ses propos traduits. Pour comprendre, l'interlocuteur reçoit dans l'oreillette une traduction dans sa langue maternelle. Donc, dans cette scène, ça parle français, mais personne ne parle français. Cette petite scène de science-fiction, ou peut-être pas d'ailleurs, je l'ai imaginée pour illustrer la première expression utile que tu pourrais utiliser pour parler des dangers de l'IA, la décharge cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de décharge cognitive quand ton cerveau se décharge d'un effort intellectuel en le transférant, en le laissant à une machine ou à un outil. Autrement dit, tu ne fais plus toi-même le travail de réflexion, de mémoire ou d'analyse. C'est un appareil qui le fait pour toi. Tu délègues le travail. Quelqu'un le fait à ta place. Un peu comme si tu étais à la salle de sport et que tu demandais à quelqu'un d'autre de soulever les haltères à ta place. Alors, le résultat, évidemment, c'est que tes muscles vont pas beaucoup grossir. Et pour ton cerveau, c'est pareil. Dans le contexte de l'apprentissage du français, la décharge cognitive peut être très dangereuse. Par exemple, si tu demandes systématiquement à l'IA de corriger tes fautes avant de te relire, eh bien, tu n'actives plus tes connaissances. Si tu laisses l'IA écrire ton plan d'exposé, tu ne développes plus ta capacité à organiser toi-même tes idées et tes arguments. Et si tu utilises directement une traduction automatique pour chaque mot que tu ne connais pas, ton cerveau ne fait plus l'effort de chercher, de récupérer le vocabulaire existant, ou même de comprendre, de déduire grâce au contexte. Donc la décharge cognitive, ça peut sembler pratique, mais à long terme, ça affaiblit tes compétences. Et c'est là le piège. Au lieu de progresser, tu deviens dépendant d'un outil externe. On vit une période où l'IA générative
c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui produit des textes, des images, de la musique, du son, et partout. Au début, c'était l'euphorie. L'euphorie, c'est quand tout le monde est super content. On pouvait rédiger, corriger et traduire en quelques secondes. Ensuite, la peur est arrivée. On va tous perdre nos emplois. Et récemment, une autre question est apparue. Est-ce que l'IA va nous rendre stupides? Une étude du MIT, donc l'Institut de technologie du Massachusetts, aux États-Unis, a montré que l'usage systématique de ChatGPT réduit l'activité cérébrale, affaiblit la mémoire et diminue l'esprit critique. Alors, l'esprit critique, c'est essentiel dans la vie, mais aussi pour ton examen de français. On te demande d'analyser des documents, de les comprendre, de savoir voir des aspects complémentaires ou contradictoires, de proposer des contre-arguments. Donc, c'est plutôt important de le faire fonctionner, de ne pas le déléguer à l'IA. Un autre exemple très concret, l'exercice de la synthèse au DALF. Oui, il est pénible. Oui, c'est long. Lire plusieurs textes, les décortiquer, donc bien les analyser, dégager une problématique claire, comparer des idées, les organiser. C'est un travail laborieux. Tiens, le mot laborieux, ça vient du latin labor, qui signifie un effort, une peine, un travail difficile. En français, le mot laborieux garde cette idée d'une activité qui demande vraiment de l'effort, fatigante, et qui n'est pas forcément agréable sur le moment. La synthèse, c'est laborieux, mais c'est un entraînement cognitif précieux. Si tu demandes à l'IA de la faire pour toi, d'ailleurs elle le fait plutôt bien, eh bien, tu perds cette capacité, cette flexibilité, cette gymnastique. C'est comme utiliser une béquille en permanence. Une béquille, si tu te casses la jambe, c'est utile pendant un moment, mais si tu utilises toujours une béquille, eh bien, en fait, ça va être problématique. La force de ta jambe ne va pas revenir. Donc, utiliser l'IA comme une béquille, c'est aussi une expression qu'on retrouve assez souvent dans les articles sur l'IA. Alors, je vais lister quelques petites erreurs, il y en a d'autres, fréquentes dans l'usage de l'IA. Alors, peut-être que tu n'es pas concerné parce que tu utilises déjà intelligemment l'IA. Alors, une erreur, ça peut être prendre directement un texte généré par l'IA et l'envoyer à ton prof. Bon, j'ai déjà rencontré le cas, c'est inutile. Tu n'as rien appris. Bon, j'imagine que tu ne fais pas cette erreur. Ensuite, laisser l'IA proposer des arguments à ta place. Tu n'entraînes pas ton cerveau. Troisième erreur, croire que l'IA corrige toujours parfaitement. En réalité, elle se trompe des fois et elle peut donner un feedback superficiel ou même halluciné. Ça arrive assez fréquemment. Un dictionnaire ou une grammaire vont t'aider, mais ils ne font pas le travail à ta place. Parce que tu recherches activement dans ton dictionnaire, dans ta grammaire. L'IA, elle, produit directement un résultat fini. Si tu l'utilises passivement, tu t'affaiblis. Et j'ai entendu plusieurs fois une autre super expression pour parler de ce phénomène. Beaucoup de pédagogues et d'études maintenant constatent que l'IA peut court-circuiter les processus cognitifs nécessaires à l'apprentissage. Alors, court-circuiter, ça vient d'un terme technique en électricité. Quand un courant électrique passe par un chemin trop direct, il évite le circuit normal et ça provoque une panne ou un danger. Par extension, en français, court-circuiter, ça signifie éviter une étape essentielle, sauter le processus normal. Par exemple, si tu lis un texte difficile en français et que tu bloques sur une phrase, le processus d'apprentissage normal, c'est de réfléchir, de relire, de chercher un mot, un synonyme, de faire un effort pour interpréter grâce au contexte.
Mais si tu passes directement par l'IA pour la traduction, tu court-circuites ce travail mental. Tu obtiens la réponse, mais ton cerveau n'a pas appris. Alors, attention, je ne suis pas du tout contre l'usage de l'IA, je l'utilise moi-même, mais je pense qu'il faut apprendre à utiliser cet outil avec discernement. C'est-à-dire de façon réfléchie, sans court-circuiter, sans sauter les étapes importantes pour l'apprentissage. Donc, choisir comment et pourquoi tu t'en sers pour qu'elle devienne un vrai levier d'apprentissage, quelque chose d'utile pour ton apprentissage. Quelques idées concrètes pour tirer le meilleur parti de l'IA. Produis d'abord. Produis d'abord en français, que ce soit ton texte, ton exposé, ton oral, avant de demander de l'aide à ChatGPT. Utilise l'IA, si tu n'as pas de prof, pour obtenir du feedback ciblé. En grammaire, sur ton plan, etc. Sur ton lexique, mais pas pour écrire à ta place. Troisième point, vérifie avec des sources externes, les blogs de tes profs préférés, ta méthode de grammaire favorite, ce que tu veux, mais une source d'autorité extérieure. Dans tous les cas, ne prends pas les réponses de l'IA pour argent comptant. Expression sympa, ça. Prendre quelque chose pour argent comptant. Ça veut dire croire quelque chose immédiatement, sans vérifier, comme si c'était une vérité absolue. Ça vient du domaine économique, on parle d'argent. Si on te donne une pièce de monnaie ou un billet, tu l'acceptes au comptant, c'est-à-dire tout de suite, sans discussion. Bon, en fait, en France, on a un peu oublié l'origine de cette expression, mais appliquer cette logique aux idées, c'est dangereux. Il ne faut pas prendre tout ce que dit l'IA pour argent comptant, donc l'accepter immédiatement comme vrai. Par exemple, si un ami te dit « le DALF, c'est facile, tu n'as pas besoin de t'entraîner ». Si tu prends cela pour argent comptant, tu risques d'avoir des surprises le jour de l'examen. Avec l'IA, c'est pareil, ce qu'elle te donne peut sembler correct, mais il faut toujours vérifier, recouper avec d'autres sources, garder ton esprit critique et pratiquer. À propos, si tu veux activer cette semaine le vocabulaire que j'ai expliqué dans cette vidéo, j'ai préparé pour toi un quiz interactif. Clique dans la description pour rejoindre le cercle et le recevoir cette semaine. Tu pourras t'entraîner, échanger avec moi par mail et aussi découvrir mes programmes.